Je m'appelle Isabelle, j'ai 22 ans et actuellement je suis en master d'ergonomie, en master 2 exactement, à Aix-en-Provence. J'ai fait ma licence à Aix aussi en psychologie et voilà, je me destine à être ergonome cette année. Je pense que la qualité principale en licence à la fac, c'est être autonome et investi. Est-ce que j'étais une bonne élève? Je sais pas, mais en tout cas, j'ai fait en sorte de m'en sortir pendant ces années qui sont pas évidentes, mais j'étais aussi très intéressée par les sujets qu'on abordait, donc ça a aidé forcément à mon investissement et ma motivation. Donc oui, je pense que c'est ça qui est important en tout cas. Pour mon stage d'observation, du coup, je l'ai fait dans une agence web où ça s'est très bien passé. Pour les démarcher, je suis passée par des coups de téléphone parce que j'ai envoyé beaucoup de mails qui n'ont pas abouti et le téléphone a été un moyen de contact plus intéressant. Donc j'ai eu un entretien avec eux, ça s'est très bien passé et voilà, de manière générale, j'ai été bien accueillie, donc j'ai eu beaucoup de chance, je pense. Du coup, ce que j'ai fait là-bas, c'est de l'ergonomie IHN, donc interface homme-machine, et je m'intéressais finalement à la construction des sites internet et à l'analyse des besoins utilisateurs dans le cadre des sites. Donc il y avait beaucoup de réflexion vis-à-vis de la demande des clients, donc des gens qui demandaient un site internet, et ensuite de comment on le présente pour qu'il soit le plus adapté à l'usage qu'on en fait derrière. Il y a plusieurs choses à dire là-dessus, je pense. D'abord, un gros point positif, c'est le petit effectif du master. Et puis en plus, le fait que il y a nécessairement que des gens qui sont très motivés qui arrivent jusqu'au master. Et du coup, nous, on a eu la chance dans notre promo d'avoir vraiment une cohésion de groupe importante. Et ça, c'était un super avantage comparé à la licence parce qu'on est tellement baigné dans un, je sais même pas comment dire, un moulon de gens en C'est tellement licence de que personnes. c'est pas du tout, voilà, c'est pas du tout la même chose. Donc là-dessus, gros point positif, vraiment. Ensuite, je dirais aussi, là, un peu plus négatif, et encore, est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Euh, c'est que enfin moi en tout cas, j'ai eu beaucoup d'attentes et j'ai pu échanger avec mes camarades, c'était aussi le cas, je pense, pour la majorité d'entre nous. Beaucoup d'attentes vis-à-vis du master, vis-à-vis du coup des changements, justement, entre la licence et le master par rapport à l'accompagnement des enseignants, notamment, ce genre de choses. Et même s'il y a quand même enfin, il y a quand même un changement radical, il y a quand même quelques difficultés de ce point de vue-là en termes de temps accordé, etc., et de possibilités tout simplement des enseignants, parce que c'est pas évident pour eux non plus. Je pense que notre promotion, elle est, enfin, de ce que j'ai entendu, et voilà, ça n'implique que moi, mais il me semble que notre promotion a particulièrement un bon esprit entre nous. Voilà, on se connaît tous, on s'entend très bien, il n'y a pas du tout de conflit, etc. Et on s'entend aussi bien avec les enseignants, ça se passe vraiment bien avec eux. Ils sont très à l'écoute, même malgré les problèmes qu'on a eus avec la crise sanitaire et tout. Ils ont quand même fait en sorte de mettre des choses en place. Après, bon, il y a quand même des limites, mais c'est un autre débat. Et voilà. Mais oui, du coup, il y a un peu, enfin, je dirais pas classe de lycée, mais enfin, on a beaucoup de travaux de groupe aussi, donc ça permet de favoriser la cohésion et on a beaucoup de chance parce qu'on s'entend tous très bien. Donc voilà. Je dirais que ça dépend. Enfin, c'est compliqué de répondre à cette question parce que déjà ma vision du cadre professionnel, elle est limitée aujourd'hui. Parce qu'il faut savoir que j'ai fait deux stages dans la même structure en L3 et en M1, et j'ai refait un stage libre, mais enfin j'ai fait un stage libre là en septembre, mais qui a été uniquement en télétravail. Donc, enfin voilà, j'ai quand même une vision de la vie en entreprise qui est très limitée. Je dirais quand même qu'on est, de mon point de vue, suffisamment bien formé pour pouvoir intervenir dans des situations professionnelles. Et on peut en plus se référer à nos intervenants et nos enseignants si jamais on a des questions
par rapport à ces pratiques-là qui sont radicalement différentes de ce qu'on peut voir à l'université, en tout cas en licence et après en master. Ça reste quand même assez différent, mais oui, on nous apprend des méthodes qu'on peut ensuite appliquer plus ou moins de la même manière au niveau professionnel. Alors, moi, personnellement, je n'ai postulé que à Aix-en-Provence pour ce master d'ergonomie. J'ai Je l'ai plutôt bien vécu, personnellement, parce que j'ai peut-être moins tendance que d'autres personnes à me mettre la pression et j'ai pas trop l'esprit compétitif comparé à d'autres. Ensuite, enfin, cela dit, j'ai quand même fait en sorte de voilà, faire un CV de qualité, avoir une bonne lettre de motivation parce que j'avais très envie d'aller dans ce master et c'est le seul auquel j'ai postulé. Donc, c'était évident. Et ça peut, enfin, malgré ce qu'on peut penser, ça peut être un atout aussi parce que on peut demander en entretien à quelqu'un pourquoi est-ce que tu as postulé à d'autres masters et lequel tu préfères ou des choses comme ça. Et du coup, ça peut être un argument de dire qu'on a postulé qu'à un seul, enfin, qu'il voit qu'on a postulé qu'à un seul master. Mais cela dit à part, du coup, au niveau des entretiens, ça s'est très bien passé. J'y suis allée le plus détendu possible en sachant que voilà, ça met quand même la pression, mais j'essaie d'être le plus moi-même face à des profs que je connaissais puisque je les avais déjà eus en licence. Et, euh, et ils ont été réceptifs, bienveillants. Donc oui, ça s'est bien passé. Et je dirais, en ce qui concerne le master ergo, parce que c'est peut-être pas valable pour les autres masters, je dirais bien prendre conscience de la plaquette pour bien saisir l'intérêt, on va dire, de ce master et sur quoi est-ce qu'il peut déboucher et utiliser, enfin, tout en restant honnête, je pense que c'est important, surtout dans la lettre de motivation, parce qu'à l'écriture, ça se sent plus que juste dans un CV, mais vraiment impliquer des arguments qui nous touchent personnellement et qui sont en cohérence avec l'intitulé du master. Je pense par exemple, je vous donne un exemple bateau, mais et qui est personnel finalement, enfin voilà, que j'ai impliqué personnellement. J'étais intéressée en L3 par la recherche. Et étant donné que le master d'ergonomie a la particularité à Aix-en-Provence d'être le seul à être mixte, donc à la fois professionnel et recherche, j'ai mobilisé cet argument-là pour dire, voilà, moi je suis intéressée par celui-là parce que je m'intéresse à la recherche. Et voilà, c'est une des raisons pour laquelle ça m'intéresse. Je pense que, ouais. Donc mobiliser des arguments cohérents avec notre propre projet et du coup prendre connaissance parce que la plaquette, elle est assez riche et même sur le site, il y a beaucoup d'informations. Donc, ouais, bien s'informer de ce point de vue-là, ça me semble important. Il faut que je mobilise mes souvenirs, du coup. Mhm. C'était plus, il me semble que les questions étaient plus orientées sur les perspectives d'avenir, du coup, et l'intérêt porté à ce master en particulier. Et voilà, après, je pense que l'attitude est très importante parce que voilà, quelqu'un qui semble sûr de lui et qui a vraiment l'air d'avoir de s'être informé, etc., ça fait vraiment la différence. Mais au niveau des questions, oui, c'était plus. Après, est-ce qu'on peut le comparer ou pas à un entretien d'embauche? Là, je saurais pas dire. Alors, je dirais que une chose importante, c'est que on fait à la fois de l'ergonomie entre guillemets classique, donc appliquée à la gestion des risques, l'ergonomie organisationnelle, l'ergonomie cognitive et physique, donc qui sont enfin, une pratique très classique de l'ergonomie. Et ensuite, on a le versant plus interface homme-machine avec tout ce qui a rapport avec l'UX design notamment. Et c'est vraiment deux choses qui sont, de mon point de vue, assez différentes dans la pratique, mais qui sont ralliées dans ce master. Donc, je pense que, et pour les futurs étudiants qui voudraient l'intégrer, je pense que c'est intéressant de connaître les deux quand soit on ne sait pas tout à fait ce qu'on préfère entre les deux, soit on a envie d'avoir vraiment une pratique assez variée ou en tout cas se donner la liberté de pouvoir un peu tout faire.
Mais c'est vrai que par exemple, pour quelqu'un qui voudrait se spécialiser uniquement dans les interfaces homme-machine, je crains que ils se sentent peut-être parfois déçus par certains enseignements parce qu'ils ne sont pas uniquement dans une seule direction ou dans une seule autre. Ok. Enfin, et je pense que c'est quelque chose qui définit bien ce master, c'est sa pluralité en fait, et c'est quelque chose qui peut beaucoup plaire et qui a, de mon point de vue, un grand intérêt, mais qui peut aussi ben, ne pas plaire à certains. Déjà, j'ai trouvé que c'était cool parce que on se retrouve qu'avec des gens qu'on a déjà vus. C'est des têtes connues parce qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas dans notre promo, il y a beaucoup de personnes qui ont fait leur licence à Aix qui ont été admises, même si on a aussi des nouveaux profils. Et ça aussi, c'est cool en vrai parce que rencontrer des gens qui viennent d'ailleurs et qui n'ont pas forcément les mêmes formations, c'est aussi très enrichissant. Au niveau de la découverte des enseignements, je dirais pas beaucoup de surprises. Je ne sais pas si c'est ton cas, mais j'ai fait la spécialisation en ergonomie. Je suppose que oui, si c'est le master auquel tu aspires. Alors, c'est pas encore, nous, ça va être, on choisit nos spécialisations Ah oui, c'est au second au semestre. semestre 6. Ok. Mais oui, du coup, c'est ce que je vais prendre. Ok. Ben, en vrai, je pense que c'est un gros atout de faire cette spé-là parce qu'on a quand même une entrée en matière qui est quand même vachement fournie. Et au final, quand on arrive en M1, ben, on fait beaucoup de rappels et c'est bien parce que ça permet de renforcer un peu les connaissances. Et on se sent pas. Enfin, moi, je me suis pas du tout sentie dépaysée du coup parce que ben, on avait déjà une première approche qui était pas mal, quoi. Je me suis sentie vite à l'aise en entreprise parce que ça se passait super bien avec les gens surtout. Et je pense que c'est important. Mais on va dire une des difficultés à laquelle j'étais confrontée plutôt, c'est qu'il n'y avait pas d'ergonome en interne. Et ça, je pense que c'est aussi une considération qu'il faut prendre quand on choisit un stage, notamment en L3 ou en M1. Enfin, ça peut être une volonté d'être en totale autonomie, parce que là, en tout cas, ça a été le cas. J'étais en autonomie parce que j'avais pas de tuteur ergonome. Mais du coup, ben, je me référais à mes enseignants et j'essayais d'appliquer les méthodes que j'apprenais en cours sur le terrain. Donc de ce point de vue-là, c'était super intéressant parce que ben, j'ai pu challenger un peu mon autonomie, ma capacité à essayer de transposer un peu ce que j'avais appris. Mais à la fois, ben, pour moi, c'était aussi une limite parce que ben, des fois, quand je me référais à ma tutrice pour lui demander son avis, etc., ben, elle avait son regard en fait de commercial et pas d'ergonome. Et du coup, c'était, je pense, pour elle aussi difficile de jauger un peu la qualité de mon travail. Elle le jaugeait, mais du coup, plutôt vis-à-vis de l'intérêt que ça pourrait avoir pour ses clients, plutôt que pour les utilisateurs finaux, en fait, du site. Donc oui, je dirais une considération à avoir de ce point de vue-là sur est-ce que je suis accompagnée par un ergonome dans ce stage ou est-ce que je ne le suis pas? Et dans ce cas-là, à quel point je suis prêt à m'investir pour m'intégrer dans le process et essayer de faire des choses intéressantes. En vrai, ça c'est quelque chose que m'a appris mon père. Mais quand on Mhm. va avoir une entreprise pour proposer son travail, il vaut mieux pas leur demander est-ce que vous avez besoin de moi, mais plutôt regarder ce que je fais. Et moi, j'ai bien regardé ce que vous faites et regarder pourquoi ça, c'est intéressant pour vous. Après, c'est facile à dire. Dans la pratique, c'est quand même plus difficile. On va pas se mentir. Et dans mon cas, en fait, c'était une agence où ils étaient déjà très sensibilisés à l'approche ergonomique, dans le sens où ils s'intéressaient beaucoup à la stratégie. Et du coup, ils réfléchissaient à ben, l'analyse des besoins, reformulation de la demande. Ça, c'est des éléments d'ergonomie qui, en fait, ils s'étaient appropriés à des fins peut-être plus marketing, mais en tout cas, ils avaient une certaine sensibilité à ça. Donc, quand je leur ai parlé de l'ergonomie, ben, ils se sont tout de suite sentis enfin, à l'aise avec la notion et ils ont compris l'intérêt. Donc, euh, j'ai eu de la chance, du coup. Et je pense qu'il y a certains domaines où l'ergonomie, elle est un peu plus acceptée que d'autres. Il y a aussi les termes qui vont être importants. Est-ce qu'on va parler d'ergonomie
ou du X-Design, par exemple, s'il s'agit des interfaces. Après, effectivement, là, j'aimerais dire, le mieux, ce serait d'avoir le témoignage de l'ensemble de la promo, parce que je pense qu'on a vraiment vécu des expériences très différentes. Et, euh, et voilà, je dirais, essayer de... Enfin, ouais, il faut commencer à apprendre à se vendre et à vendre son travail. Même si on est étudiant, on a quand même des choses à faire. Et il faut prendre conscience de ça. On est aussi des jeunes qui... Ben, on s'intéresse à des choses, on a des connaissances qu'on développe pas forcément juste dans le cadre de l'école et parfois même des capacités juste sociales ou voilà. Et c'est aussi très important. Donc, faut avoir, enfin, je pense qu'il faut y aller avec beaucoup de confiance et pas se prendre pas se prendre trop la tête, mais bien travailler son discours et sa façon de se présenter, je pense, que ce soit dans le CV ou dans la lettre de motivation, et puis pas lâcher, quoi. Pas lâcher. Chercher. En L3, on suit un M1, je crois, qui fait un M1 ou un M2 qui réalise un TER. C'est ça. Je trouve que le plus gros intérêt que j'ai tiré du TER, c'est le contact avec un master, en fait, enfin, un étudiant en master, parce que ça permet déjà de relativiser et de se dire, mais en fait, c'est juste des gens comme nous et ils sont pas... Enfin, voilà, ça permet de relativiser déjà, de faire baisser un peu la pression, et c'est aussi hyper intéressant parce que ça donne une première approche de qu'est-ce qu'on va faire l'année d'après, sachant que le TER, c'est quelque chose qui est assez lourd en termes de travail et qu'il faut bien choisir son sujet dans le sens choisir un sujet qui nous intéresse parce que sinon je pense que c'est difficile de tenir la cadence et voilà, de faire autant de recherches sur un sujet s'il ne nous plaît pas, c'est compliqué. Donc ouais, moi je l'ai, enfin ouais, bon, encore une fois, je l'ai bien vécu, mais et je pense que ça a un réel intérêt pédagogique de faire ça. Après, il Ok. faut pas croire qu'il faut choisir un sujet en particulier pour arriver en master. Enfin, je pense que c'est bien de choisir un sujet qui nous intéresse et de faire en sorte que ça se passe bien parce que des fois, les masters, ils peuvent, enfin, les étudiants en master qui sont parfois, ben, ont beaucoup de travail aussi. Peut-être qu'ils peuvent ne pas être très disponibles ou pas relancer eux-mêmes les choses. Il faut aussi, en tant qu'étudiant en licence 3, dire, bon, ben, moi j'ai un truc à rendre, je dois m'intéresser à ce que tu fais, donc vas-y, on se voit, viens, on s'appelle. Faut aussi pas avoir peur de déranger pour que justement ça se passe bien et pouvoir dire à l'entretien, ben, voilà ce que j'ai appris en TER et c'était cool. Voilà. Alors, je dirais que ça, c'est, je pense, une croyance qui est valable pour tous les étudiants. Et en fait, c'est aussi une volonté parce que, enfin, moi, je me souviens de comment je l'ai vécu en L3. J'avais la même idée. Pour moi, c'était vraiment, je vais l'aider, je vais faire des recherches pour lui ou l'aider à faire ses prestations s'il a besoin, machin. Et, euh, et je pense que ça vient d'une très bonne intention et de la bonne volonté. Et à la fois, dans la pratique, bah, ça se passe pas forcément comme ça. Je pense que si on a envie vraiment d'être une petite main et par exemple d'aider pour les passations, il vaut mieux demander à un master 2, un étudiant de master 2, parce qu'à ce moment-là, il sera plus, je pense, enfin, il fera des manips alors que le master 1 n'en fera pas forcément. Et, et après, oui, enfin, moi, pour ma part, j'ai suivi un étudiant en Master 1. Et pour le coup, bah, c'était plus finalement lui qui va me faire un retour sur ce que lui, sur les recherches qu'il a fait et sur ses conclusions. Et moi, de mon côté, j'ai fait des recherches de mon côté et confronté finalement ce qu'il a trouvé à ce que moi j'ai trouvé. Mais du coup, j'ai pas du tout. Enfin, il aurait pu me demander mon travail et s'en servir, mais ça n'a pas été le cas et ça m'a pas frustrée, c'est pas grave. Enfin, voilà quoi. Bah, en vrai, je dirais pas vraiment comparer, mais dans la recherche, il faut savoir qu'il y a beaucoup de sources différentes. Il y a tellement d'articles scientifiques selon les sujets que on peut faire une même recherche et lire des choses complètement contradictoires. Donc c'était plus, enfin, l'idée, c'était pas de me comparer, c'était juste de confronter ce que lui avait trouvé avec
ce que moi je vais trouver en faisant mes propres recherches, peut-être avec d'autres moteurs de recherche, en cliquant sur en cherchant d'autres articles et en lisant d'autres articles. Donc c'était plus oui, de la confrontation et c'est un peu comme ça que marchent les sciences. C'est voilà, on fait des recherches d'hypothèses, on essaie de voir si dans la littérature scientifique ça va plutôt dans ce sens-là ou plutôt dans un autre et enfin voilà. Donc c'est formateur. Il y a pas mal de différences qu'on met entre les deux. Je dirais qu'en M2, on a plus d'intervenants extérieurs. Et ça, c'est très intéressant parce que du coup, les intervenants extérieurs, généralement, ce sont des professionnels qui viennent intervenir dans le cadre universitaire, mais qui ont leur pratique dans une entreprise ou dans leur entreprise. Enfin, voilà, donc ça, c'est super intéressant. Après, en M2, ben, il y a l'enjeu du TER parce que le TER en M1, c'est de la rigolade. Enfin, c'est pas vrai, c'est pas de la rigolade parce que c'est dur et voilà. Mais en M2, il y a beaucoup plus d'attentes du point de vue de ce qui va être fait dans la pratique parce qu'on est censé faire des manips, etc. Et que ça prend du temps, qu'il faut, il faut vraiment définir les choses en amont en ayant une recherche théorique avant et qui est conséquente. Mais sinon, au niveau des enseignements, il y a quand même, enfin, il y a une différence, mais il y a une continuité. Moi, je me sens à l'aise avec l'évolution du master dans sa globalité. Et après, il faut savoir aussi qu'on a la moitié de l'année qui est consacrée au stage, puisque en fin d'études, on a 6 mois de stage. Mhm. Donc on a finalement qu'un semestre et quart de cours qui sont voilà, beaucoup de cours d'intervenants extérieurs. Mais en soi, non, c'est très différent. Je pense que je, en vrai, c'est difficile. C'est vrai que c'est difficile. Franchement, c'est pas une question simple. En M1, on a pas mal de théories encore, parce qu'on débute quand même dans l'ergonomie, même si pour certains, on a eu certains enseignements de ce point de vue-là. Après, il me semble qu'au second semestre, on fait quand même plus de pratiques. On a des TP, on a des travaux de groupe, un peu comme vous allez faire aussi en L3. Donc ça, c'est vachement intéressant parce que voilà, on commence vraiment à appliquer des choses, à réfléchir. Et cette fois, comparé à la L3, avec plus de bagages, de connaissances, donc peut-être plus d'aisance méthodologique et plus de rigueur aussi. Donc c'est satisfaisant. Et, euh, Et en M2, on a aussi quand même, enfin là, même si on a eu que des cours en visio, on a quand même fait pas mal de pratiques. Là, on sort d'un cours d'animation d'équipe où on a dû animer un débat. Voilà, on arrive quand même, malgré la visio, à faire des choses. Et avec des personnes qui travaillent professionnellement, donc qui ne sont pas uniquement enseignants-chercheurs. Et ça, c'est un gros atout. Je dirais franchement, un des meilleurs atouts du master, c'est les enseignants parce qu'ils ont une grosse expérience à la fois professionnelle et en tant que chercheur. Et les intervenants parce que c'est des personnes, pour la plupart, qui sont vraiment, vraiment passionnantes et qui nous font des travaux vraiment intéressants. Alors, je dirais pas retardé. Par contre, je pense que ça compromet la qualité de la formation. Cela dit, encore une fois, ça n'engage que moi et voilà, c'est mon avis. Je pense quand même, malgré certaines expériences qui ont été assez négatives dans certains enseignements en master, on a quand même, pour la plupart, vraiment eu des gens qui se sont bougés pour nous faire des exercices pratiques à distance vraiment pertinents. Donc, à nuancer en vrai, même pour la qualité de la formation, je pense plutôt que ce qui rend les choses vraiment difficiles, c'est l'isolement, c'est-à-dire qu'on peut plus se voir physiquement, même si malgré tout, on a quand même gardé contact à distance, ça reste quand même limitant. Euh, et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Après, les profs sont assez compréhensifs, donc ça aide aussi. Et ils tentent de s'adapter au mieux. Enfin, de toute façon, ils sont dans la même galère que nous, donc voilà, on fait tous avec. Euh,
Mais bon, ils sont adaptés même au niveau des modalités d'évaluation. Il y a eu des ajustements. Ils ont vraiment fait de leur mieux pour qu'on ne soit pas lésés, même si on a tous travaillé pour passer en M2, et ça, c'est certain. Donc voilà, mais ils nous ont pas lâchés et je pense que c'est important, ouais. Ok. Même si ça n'a pas été évident, ça, c'est sûr. Mais aussi, c'est un truc généralisé, donc voilà. Même au niveau des stages, ça a un impact parce que, bah, y a moins d'offres de stages, mais c'est un truc généralisé, donc enfin, finalement, on peut pas faire avec et notre formation, elle est pas moins impactée que d'autres, en fait. Donc voilà, ça, je pense que ça s'équilibre. Voilà. Ok. J'espère que dans 5 ans, je travaillerai quand même. Et pour l'instant, ça s'annonce bien. Honnêtement, je pense qu'en ergonomie, on a de la chance parce qu'il y a du travail. Après, je dis pas que ça tombe comme ça, c'est pas le cas, c'est pas vrai. Surtout en plus en période de Covid, c'est vraiment pas évident. Mais moi, je me vois travailler dans les IHM parce que c'est ça qui me plaît, ou UX design, mais la différence se débat, mais peu importe. En tout cas, oui, moi, c'est plutôt le domaine des interfaces qui m'intéresse, donc là-dedans. Et c'est un milieu où, voilà, aujourd'hui, nous, ce qu'on voit, c'est que bah, sur LinkedIn, il y a des offres. Donc, il y a des entreprises qui, malgré la crise, embauchent quand même des stagiaires, parfois même avec l'envie d'embaucher derrière. Donc, il y a des opportunités. Après, il y en a moins. Elles sont peut-être pas dans les meilleures conditions possibles, puisqu'il peut y avoir aussi du télétravail. Donc, ça implique aussi certaines limites. Mais, euh, mais je suis plutôt confiante et je pense sincèrement que ce master en particulier nous permet d'être formés à travailler de manière professionnelle. Et j'ai déjà, enfin, pour avoir eu contact avec certaines personnes, notamment dans le cadre d'entretiens pour des stages, c'est un master qui a une bonne réputation auprès des entreprises. On a aussi des enseignants qui sont connus dans le milieu professionnel et ça, c'est un avantage de mon point de vue parce qu'ils ont une bonne réputation. Et, enfin, finalement, c'est un réseau qui se crée assez naturellement. Et voilà, quand on dit d'où on vient et quelles méthodes on apprend, etc., les gens sont sensibles, ils savent l'intérêt de ces méthodes. Et voilà, je pense que c'est un master qui se réinvente aussi parce que bah, les enseignants le font vivre au fur et à mesure et le font évoluer en fonction des pratiques. Et franchement, là-dessus, je reconnais qu'ils sont forts et que enfin, ça fonctionne, quoi. Je le sens, voilà. Je vais y arriver. Confiante Je suis confiante pour la suite. en Ça plus. dépend vachement des profils, mais il y en a plusieurs qu'on a eu à plusieurs reprises, donc qu'on connaît. Enfin, finalement, voilà, ils nous connaissent, ils nous ont vus plusieurs fois et voilà. Et on en a beaucoup qui nous disent, bah voilà, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, sur Slack. Enfin voilà, ils sont pas du tout fermés, ou même par mail ou par téléphone. Ils sont pas du tout fermés à ce contact-là. Donc un réseau, j'irai pas jusque-là. Et encore, parce que en vrai, à l'avenir, ça pourrait se traduire par un réseau. Mais, euh, mais oui, on a la chance d'avoir enfin, des intervenants qui sont prêts à mobiliser du temps pour nous et c'est cool. Voilà. C'est une question à laquelle j'ai dû réfléchir forcément. Moi, déjà, ce que j'avais envisagé quand j'étais en L3 et que j'ai postulé au master, c'était si je faisais une thèse, parce que c'était pas sûr que j'en fasse une, de postuler pour un contrat CIFRE, parce que pour moi, ça me semble être un bon compromis. Pour contextualiser un peu les choses, le contrat CIFRE, c'est une thèse qui est encadrée par une entreprise. Donc, l'étudiant est financé par l'entreprise et en fait, il travaille pour elle. Donc, il fait sa recherche par rapport à un sujet qui a un intérêt pour l'entreprise. Donc ça a des Ok. limites, mais en même temps, ça a un avantage au niveau financement notamment. Et puis aussi expérience professionnelle, puisque du coup, on est plus ou moins en contact avec l'entreprise et on peut, pourquoi pas, ensuite créer un contact. Enfin, je ne sais pas vraiment comment ça se passe dans la pratique parce que je ne l'ai pas vécu, mais c'est l'idée que j'en ai aujourd'hui. Cela dit, en ce qui me concerne, j'ai revu un peu cette question-là. Je pense pas aujourd'hui faire de thèse.
Ok. parce que pour plein de raisons, notamment Covid, parce qu'une thèse, ça veut dire faire des passations et que déjà aujourd'hui pour le TER, ça me semble compliqué de faire mes passations. Donc je me dis que dans le cadre d'une thèse, enfin, je sais pas comment ça se passera en fait. Je dirais trop Ouais. d'incertitudes et puis en plus, pour avoir un peu pratiqué du coup dans le milieu professionnel pendant mes stages, c'est quand même quelque chose qui m'intéresse et j'ai envie de me lancer. Donc après, je dis pas, peut-être qu'un jour j'y reviendrai. Et je pense que c'est pas impossible de faire une thèse après quelques années dans le milieu professionnel, mais pour l'instant, ouais, je pense que je m'orienterai plus vers un emploi pro. Alors, j'ai jamais été investie dans des associations étudiantes, donc je connais très peu Psyched. J'ai Mhm. déjà assisté à un psy-ciné que j'ai beaucoup apprécié d'ailleurs, donc merci Psyched. Ouais. Sinon, personnellement, je fais du scoutisme, donc là en ce moment je suis bénévole en tant qu'animatrice au scout. Sinon, j'ai déjà travaillé dans l'agriculture, donc voilà pour un job d'été. Et j'ai fait un stage libre voilà, en septembre, mais c'était dans le cadre. Enfin, c'était un stage libre, donc c'était un peu en dehors de la À la fac, fac. mais pas tant. Pas tant, finalement. Sinon après, je peux parler de mes activités personnelles, mais Ouais, si tu veux. ben, j'aime bien dessiner, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Je fais un peu de musique aussi. J'aime bien regarder des mangas et lire aussi. Et voilà. Je dirais que en psycho, on est plutôt pas mal servi. Parce que pour moi, pour être ergonome, il faut être, enfin, avoir, on en a tous en vrai, mais avoir des capacités d'empathie, elles sont plus ou moins exacerbées, mais généralement, on a. En fait, ce que je trouve intéressant du fait de venir de psychologie, c'est que généralement, c'est des gens qui s'intéressent c'est forcément des gens qui s'intéressent à l'expérience humaine dans sa globalité et à l'être humain, on va dire, dans son fonctionnement. Parce que sinon, on se fait chier si on n'aime pas ça et qu'on va en psycho, parce qu'on fait que ça. Donc, Ok. euh, donc, je pense que ça, c'est des qualités importantes pour un ergonome. Et puis aussi, enfin, l'écoute et la patience. La patience. Ouais, la patience, parce qu'en fait, quand on est ergonome, de ce que j'en sais, puisque je ne le suis pas encore pleinement. Mais pour moi, on est constamment en contact, à la fois avec les gens qu'on va observer ou avec qui on va faire des entretiens, etc. Et à la fois avec des gens qu'on doit convaincre, entre guillemets. En tout cas, on doit les convaincre du bien fondé de notre démarche. C'est-à-dire, on est là, mais pourquoi, comment, qu'est-ce qu'on va vous apporter, etc. Donc, la patience avec les gens qu'on doit convaincre, avec les gens qu'on doit observer, etc. Et du coup, et je pense que, enfin, je dirais beaucoup d'humilité, c'est-à-dire, et ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si tu as déjà rencontré Monsieur Patrice Petitjean, Non. eh ben, tu vas le rencontrer enfin, au semestre prochain. J'espère en présentiel parce que ses cours sont quand même beaucoup plus qualitatifs en présentiel parce que voilà, c'est quelqu'un Qui est vivant. qui vit, tu vois, voilà, qui est vivant, Ouais. exactement. Et du coup, c'est vrai qu'en visio, il y a quand même des choses qui se transmettent en présentiel qui sont plus difficiles à faire passer en visio. En tout cas, c'est quelqu'un de très intéressant et il nous a notamment appris, je pense, que pour être ergonome, il faut avoir beaucoup d'humilité, c'est-à-dire savoir reconnaître que des fois, on ne sait pas. Et notamment, lui, en l'occurrence, il travaille plus dans l'ergonomie classique et du coup, il intervient dans des structures parfois qui pratiquent des choses complètement différentes. Genre, tu passes de, je sais pas, un entrepôt de logistique à des gens qui font de la soudure ou voilà, des choses complètement différentes. Et dans ce cas-là, l'ergonome, il doit se dire, OK, j'arrive ici, je ne sais rien, je ne connais rien à ce travail, je n'ai jamais fait ce travail. Enfin, il faut vraiment qu'on a réussir à s'émanciper de tous ces préjugés, etc. Et je pense que voilà, le fait d'avoir une
avoir une formation en psychologie. Notamment, on étudie les stéréotypes, la menace du stéréotype, la psychologie sociale, donc l'influence, etc. Je pense que c'est vraiment un atout parce que ça permet de relativiser et de dire, OK, je suis juste un humain parmi d'autres humains et je vais essayer de faire de mon mieux pour être le plus neutre possible. Parce que c'est ça, notre travail, c'est être neutre, faire des observations, mais surtout pas se fier trop à ah ouais, j'ai une idée, elle va être géniale. Non, il faut la tester, il faut la vérifier, il faut observer pour être bien sûr qu'on ne dit pas de bêtises. Et voilà. De ce point de vue-là, je dirais plutôt oui. Après, je pense que ça reste à nuancer, mais effectivement, enfin, tu vois, par exemple, tu utilises le terme intégré. Je pense que l'ergonome, il doit s'intégrer dans le sens qu'on ait l'impression, enfin, qu'il soit là sans même que personne se rende compte qu'il est là, quand il fait des observations notamment. Et c'est quelque chose que nous répète souvent Monsieur Petitjean. Mais à la fois, il ne faut pas qu'il soit noyé comme un anthropologue ne doit pas se noyer dans la culture, parce que sinon, il n'a plus un regard objectif. Tu vois? Je vois, ouais. Voilà. Mais sinon, oui, Ok. effectivement, on peut faire le rapprochement. Je dirais Des, merci Psyché de faire ça, surtout en cette période de confinement, parce que voilà, j'ai déjà assisté à une soirée des masters. Et c'est d'ailleurs à cette soirée que je crois que j'ai eu mon premier contact avec l'ergonomie, que je connaissais pas du tout avant. Donc je pense que c'est une très bonne chose que vous continuiez à faire des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai voulu participer, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très important et que c'est pas forcément évident d'avoir des gens qui sont volontaires. Donc voilà, merci à vous. C'est cool.